dire que c'est un malade qui a de la diarrhée, il a de la glaire, il a un syndrome rectal parce qu'il y a de l'inflammation, vous allez traiter comme un patient, vous allez donner des antidiarrhéiques et vous allez aggraver le fécal. Donc, il faut faire très attention avec les symptômes, il faut faire très attention avec l'analyse. L'interrogatoire, c'est très important. Très important. J'ai reçu un malade qui a 7 ans ou 8 ans. Il a ce problème. Un gros fécalome se présente à l'AC, il ne se retient pas, passe par plusieurs consultations, traitement de la constipation, il était altéré, il a perdu du poids. Il suffit juste de faire un toucher rectal. On va voir par la suite l'intérêt du toucher rectal. Il est très important. Et l'analyse des symptômes. Quand vous recevez la mère, elle vous dit voilà mon fils, il a de la diarrhée, il a de la diarrhée, vous allez rentrer d'emblée dans son histoire. Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a l'enfant? Il a de la diarrhée. Tu m'expliques. Il va à la selle. Combien de fois? 3 fois. Ensuite, elle va vous faire sortir des symptômes qui sont une analyse fine. Elle vous dit il ne se retient pas. Pour arriver à une diarrhée, on ne se retient pas, il faut être cachectique. C'est-à-dire vraiment on perd du poids. L'enfant, il n'était pas cachectique. Il a une incontinence anale. Ça, c'est pas une diarrhée. C'est une incontinence. Il ne se retient pas. J'ai fait un toucher rectal, il y avait une masse. Quand on a évacué cette masse, et allez-y expliquer à la fin qu'il a une constipation, ils n'ont pas une diarrhée. Donc elle ne va pas comprendre ça. On a fait un lavage du côlon avec du Fortran. Et l'enfant qui ne mangeait plus, il se réveillait à 2h du matin, 3h du matin pour manger. Donc il a récupéré les kilos qu'il a perdus. Donc l'analyse clinique, elle est très importante. Il faut bien analyser qu'est-ce qu'il a l'enfant, qu'est-ce qu'il a le malade, est-ce qu'il se réveille le soir, les selles, l'aspect des selles, c'est-à-dire l'effort, est-ce qu'il a l'effort de pousser, et je vais vous donner des indices, comme ça vous allez bien analyser le symptôme. Donc la hiérarchie des indications d'un différents moyens d'exploration, on va voir ça par la suite. Il faut bien sortir une étiologie qui explique votre constipation, rechercher d'emblée des complications quand vous recevez un malade constipé, et par la suite établir un protocole de traitement. Voilà, un malade qui se présente en consultation, il est constipé. On passe par les étapes classiques de l'examen clinique, l'interrogatoire, l'examen physique, l'examen complémentaire. Donc ça va nous permettre de préciser le mécanisme de la constipation, rechercher une cause organique, c'est votre premier souci, votre maladie constipée, question, réponse, est-ce qu'il a un cancer ou il n'a pas un cancer? Ça c'est la première question à laquelle vous devriez répondre. Nous, qu'est-ce qu'on fait en consultation comme spécialiste en gastroentérologie? On cherche le cancer, devant tout symptôme. Simple qu'il est-ce qu'il y a un cancer ou non? C'est notre premier souci. Voilà. Donc, deuxièmement, on recherche les pathologies extra-intestinales. Il ne faut pas se concentrer sur le côlon et l'abdomen. Il faut penser à la thyroïde, les pathologies neurologiques. Donc, il faut bien analyser les antécédents du malade. Il faut bien analyser les antécédents chirurgicaux, obstétricaux, la prise médicamenteuse. Donc, c'est des analyses très fines. Vous avez un enfant qui est constipé, qui a 2 ans, 3 ans. Il faut demander à sa mère qui l'allait, est-ce qu'elle est en train de prendre un médicament qui contient de la codéine. Donc, ce qui peut expliquer la constipation. Donc des fois c'est difficile, mais quand vous êtes cartésien, vous cherchez ça bien. Donc le côlon, je vais l'examiner, tout ce qui est organique, je vais toucher le malade, je vais le faire. Je vais chercher d'abord les trucs que le malade doit me rapporter. Est-ce qu'il a été opéré? Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Donc ça c'est à l'interrogatoire, doucement, pour passer à l'examen clinique. Et rechercher par la suite la complication, et on va voir ça par la suite. Donc, reconnaître la constipation. La définition est claire. Constipation, c'est dit des selles peu fréquentes, c'est-à-dire moins de 3 selles par semaine, vous êtes constipé, même si les selles sont molles. Moins de 3 fois par semaine, même si les selles sont molles, vous êtes constipé. Deuxièmement, la consistance, même si vous allez chaque jour à la selle et vous avez des selles dures, c'est une constipation. Donc la définition change. Et troisièmement, même si vous avez des selles liquides, des selles molles, et vous avez des difficultés à les évacuer, c'est une constipation. Donc les 3 définitions, il faut les connaître. D'accord? Des fois, le malade, il est étonné. الطبيب عندي دي سيل ماهمش يابسين الطبيب بصح نعافر باه نخرج من نعصر نقعد ساعه وانا في التواليت. L'histoire des efforts de poussée et la constipation terminale qu'on venait d'expliquer. C'est-à-dire le côlon, il a fait son travail, il a ramené des selles molles au rectum et il a des difficultés à les évacuer. Donc ça, c'est un problème d'exonération. D'accord? Des fois, ils disent, par exemple, dans des 15 jours, de 15 à 15 jours, ou de 10 jours, mais les selles sont normaux. Oui, ça c'est une constipation. J'ai un problème avec le côlon. Exactement. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, les gens sont habitués. Donc, Pour être, c'est normal. Bien sûr. Pourquoi on traite justement?
Parce qu'on a un objectif thérapeutique. On traite le malade, c'est pas pour le soulager. Lui, il est soulagé. Généralement, ça, c'est les femmes. Pourquoi? Parce que les études, il faut le dire, يحشموا يروحوا les toilettes, تروح الضيفة حتى تروح لدارهم تدخل les toilettes, يعرفوا les toilettes pour les infections urinaires, mais يدخلوا les toilettes. Tout ça, ce qui fait qu'elles se retiennent, quand on se retient. Le côlon, il a des illustrations, il est comme ça, à l'état normal. Quand tu te retiens, qu'est-ce qu'il fait? Il se distend. Tu te retiens encore, il te donne du volume. Ensuite, tu perds ce qu'on appelle, il y a une pression minimale dans le rectum qu'on doit sentir. C'est-à-dire, il y a 1 gramme de sel dans le rectum, on doit sentir ça. Avec le temps, tu perds. Pourquoi? Il y a une adaptation des récepteurs. C'est la même chose qui se passe dans le rectum. Au début, ils sont normalement les sels. À force de se retenir, ils se distendent. Et ce qu'on appelle la pression minimale tolérable, elle augmente. Au début, c'était 1 gramme, ensuite c'est 1 kilo. Il te dit normal. Pour lui, c'est normal. C'est ça ce qui est le problème. Au début, c'est normal quand on est jeune. C'est malade quand il arrive à l'âge de 70 ans. Aller à la selle, ça devient un accouchement. Et vous allez voir des images. Je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire, on projette dans le temps. C'est-à-dire, on traite ce que je veux. Je dis au malade ça. Je lui dis, je sais que tu souffres pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en train de protéger quelque chose dans le temps. Et tu vas voir qu'est-ce que je suis en train de protéger. Il faut garder ça dans la tête. C'est une question habituelle dans l'examen clinique. Est-ce que votre transit est normal? Il faut bien chercher, je sais. Lui, pour lui, il est tout à fait normal. Il va 1 fois par 10 jours à la selle. Pour lui, c'est normal, alors que c'est pas normal. On est en train de faire souffrir le côlon et on va payer ça par la suite. D'accord? Donc, on a dit constipation, ça va aboutir à une insatisfaction à la défécation et par conséquent une altération de la qualité de vie. Et on a des difficultés à traiter un constipé plus qu'un cancéreux. Un cancéreux, c'est codifié. Opération, chimiothérapie, radiothérapie, c'est clair. La constipation, c'est un problème. C'est difficile à faire adhérer le malade à son traitement et aux habitudes. Donc, les pièges diagnostiques. Donc, quand on venait de dire la fausse diarrhée du constipé, les constipés, quand ils évacuent le fécalum ou les selles dures, par la suite, ils développent des selles diarrhéiques du fait des contractions répétées du côlon, et ils constituent pour des diarrhées, et vous allez aggraver la constipation. Donc, il faut bien analyser les choses. Il y a ce qu'on appelle la fausse diarrhée du constipé, et il y a l'incontinence anale que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le fécalum et que vous allez aggraver. 2 choses, il faut faire très attention. Il y a une particularité du sujet âgé. Le sujet âgé ne va jamais consulter pour une incontinence anale. Donc ils ont honte de dire que je suis incontinent. Et nous, par expérience, quand on fait un toucher rectal, on connaît la tonicité de l'anus que je vous ai décrit tout à l'heure. L'anus, il fait ça, tu as des difficultés à faire introduire le doigt. Ça, c'est le tonus normal. Chez un incontinent, un sujet âgé, tu as l'anus comme ça, il est béant. Tu as le doigt qui joue. Rapidement, on pose la question. Cheikh, tous khalala. يقولوا هنا بالدرجة خلاص تكشف العيب مسكني يحشموا يقولوها. Donc il faut faire attention, il faut expliquer que c'est l'âge, c'est kada, et il faut pas avoir honte, il faut traiter, d'accord. Donc l'incontinence anale n'est jamais un motif de consultation, c'est un motif qu'on cherche. C'est pas un motif de consultation. D'accord? Donc ça va conduire à un traitement par conséquent par un ralentisseur de transit et vous allez aggraver votre constipation. Donc ce que vous allez recueillir chez un malade qui est constipé, bien sûr, c'est les caractères classiques d'un symptôme en médecine, c'est la date des débuts des symptômes, l'aggravation récente, le retentissement sur la qualité de vie, perte de poids, ça converge toujours vers une étiologie et une complication, une pathologie grave, cancer. Donc, ce qui est signes urinaires, signes obstétricaux, les antécédents médico-chirurgicaux, la prise médicamenteuse, ça va vous donner une idée sur l'étiologie et éventuellement une pathologie grave qui se cache derrière. Un traitement, le niveau d'activité physique, l'accessibilité aux toilettes. Et croyez-moi que je cherche ça avec les étudiantes en médecine, les étudiantes dans la fac. C'est-à-dire ils ont tous un problème à l'accessibilité aux toilettes. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. Il ne faut pas fuir ce problème. Il n'y a pas de toilettes, on se retient, on se crée un problème. Par la suite, ça devient avec chez la femme qui a des accouchements, qui a des trucs en plus. Donc ça va créer des problèmes davantage avec son périnée. Donc le problème des toilettes, j'ai vu, ça fait 15 jours, une séquence vidéo sur YouTube. Il parle de la fréquence des toilettes publiques dans les pays qui se respectent. C'est de l'ordre de 100 000 toilettes publiques. Et en Algérie, à Alger, il y a 5 toilettes, je crois, dans la capitale, pour 15 millions d'habitants.
Ça nous paraît normal, mais c'est pas normal. Tu te retiens, ça va créer un problème dans la population, ça, tu vas traiter, tu vas consommer des médicaments, alors il faut créer... Donc si vous travaillez dans un endroit, il faut veiller à ce que vous ayez une toilette. D'accord? Il ne faut pas avoir honte, il faut défendre ce truc. D'accord? Il faut conseiller aux gens de le faire. Voilà. L'examen clinique classique, examen abdominal, chercher une hépatomégalie, une mégalie, une acide, une masse, voilà. L'examen proctologique, et je sais que les femmes ne le font pas. Systématiquement, je sais quand c'est une demande, vous le faites. Quand ce n'est pas une demande, vous ne le faites pas. Il faut savoir le faire. Et il faut le faire. D'accord? Parce qu'un toucher rectal peut diagnostiquer un cancer. Il ne faut pas avoir peur, parce que je sais que vous n'avez pas fait ça d'une façon fréquente dans la formation, et on est tous passés par ça. Donc, le toucher rectal ne crée aucun problème. Moi, chez les enfants de 1 an et demi, je fais un toucher rectal. J'utilise mon petit doigt, je le fais. Vous risquez pas de traumatiser l'anus ou le côlon. C'est quand même de la matière, c'est du tissu. Donc il faut faire un toucher, vous examinez la marche. Moi c'est rapide, j'examine le malade comme ça. On dit dor leha, nfdou hakda ndawrou, ndir dra, nhat la lampe, j'examine. C'est 3 secondes. Ça fait pas perdre du temps, mais il faut savoir, devant une constipation, il faut toucher. Cherchez le fécal. Il faut chercher le fécalome, il faut chercher le cancer. Ça, c'est 2 choses très importantes. Et vous recherchez également les pathologies proctologiques, tout ce qui est fissures, qui peuvent vous expliquer la constipation. L'examen général, il est important également, neurologique, endocrinien. Vous palpez la thyroïde, vous prenez le pouls, ça va vous renseigner vers une autre étiologie qui peut expliquer la constipation. Vous devriez converger en fin de votre examen sur cette plaque. C'est la recherche des signes d'alarme qui vont vous permettre de demander une exploration ou non. Est-ce que mon malade est exposé ou il a un cancer, risque d'avoir un cancer ou non? L'âge 45 ans à peu près. Pourquoi c'est 45 ans, c'est pas 40 ans, c'est pas 50 ans? Ça c'est en fonction des populations. Ça c'est l'étude de la fréquence du cancer dans une population. On appelle ça un âge cut-off, c'est-à-dire qui explique à partir duquel on doit s'inquiéter. Vous avez le droit de demander une coloscopie si un malade qui est constipé, simple, qui dépasse 45 ans. Personne ne va vous en vouloir. C'est une crainte de cancer, vous avez le droit de le demander. Les antécédents personnels d'adénome, de cancer colorectal dans la famille, l'acromégalie, les polypose familiales, la perte de poids, un malade qui est constipé sur une durée de vie longue, donc il ne devrait pas perdre beaucoup de poids, mais s'il perd beaucoup de poids durant 2 ou 3 mois, donc ça doit vous alarmer et vous devriez rechercher un cancer. S'il y a une constipation sévère récente, maladie il était toujours normal et un jour au lendemain il devient constipé sévère, donc ça doit vous faire inquiéter. Et une aggravation d'une constipation chronique, le malade où j'étais constipé, j'étais bien, je vis bien avec ma constipation, maintenant ça devient plus grave, je suis réveillé la nuit, c'est des douleurs. Donc un changement de mode de la constipation doit vous alarmer également. Une anomalie digestive, une constipation plus une masse, une constipation plus rectoragie, une constipation plus splénomégalie, ça c'est une indication d'exploration. On recherche un cancer. D'accord? Toute anomalie à l'examen doit faire rechercher un cancer. Et la non-réponse au traitement bien conduit. L'histoire que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est le traitement. On donne une ordonnance à un malade et on le laisse dans la nature. Non. On traite un malade et on le contrôle 10 jours, 1 mois, tu vas bien, tu vas pas bien. S'il ne répond pas à une thérapeutique bien conduite, ça, c'est un signe d'alarme et on doit chercher un cancer. D'accord? Vous êtes dans le droit de demander une exploration. D'accord? Donc, cette plaque, vous devriez garder ça dans la tête. Nous, gastro-entérologues, c'est un passage. La famille, le poids, l'état général, tu as perdu le poids. C'est des questions qu'on pose dans une hiérarchie bien codifiée. Donc, c'est ça les facteurs de risque du cancer colorectal. C'est pas grave. L'indication de la rectoscopie, c'est ça, c'est les indications de l'exploration. C'est-à-dire une constipation simple avec un de ces éléments, vous devriez explorer. Parce que c'est un malade qui a une constipation, il va bien, on va traiter. On n'explore pas tout le monde. C'est pas la constipation fonctionnelle, c'est pas une indication d'exploration. Par exemple, devant une constipation rectoragique. C'est une indication. Et on va parler rectoscopie, coloscopie. Je vais vous expliquer le dilemme. Recto ou colo, pourquoi ça, pourquoi pas l'autre. On va parler ça par la suite. Donc, les étiologies, vous allez voir que c'est vraiment multiple. Il y a les étiologies secondaires, une anomalie, c'est-à-dire secondaire, c'est-à-dire que c'est pas fonctionnel. Fonctionnel, c'est le côlon où son système de défécation ne travaille pas, ça c'est fonctionnel. Et secondaire a une pathologie, où le côlon est malade.
C'est tout ce qui est cancer, tout ce qui est sténose, tout ce qui est maladie de Crohn, sténose, ça peut donner des complications. Pathologie métabolique, diabète, thyroïde, hypothyroïdie, tout ça peut donner des constipations également. Ça, c'est secondaire. Prise médicamenteuse, d'accord, ça peut donner. Ça, c'est secondaire à un truc, ça, c'est l'interrogatoire qui va étayer ce diagnostic. La pathologie primitive, où on n'a aucune pathologie, c'est-à-dire on cherche bien l'être humain, il ne pose aucun problème. Le colon, l'examen, il est normal. Ici, on parle d'une constipation fonctionnelle, chronique, idiopathique. C'est ça ce qui est très fréquent. D'accord? On a bien décrit tout à l'heure qu'il y a deux types. La constipation de progression, d'accord? Vous voyez ça? La constipation de progression et la constipation distale, dite d'évacuation. Il faut garder ça dans la tête. Donc, en fin de ce tournant, vous êtes devant trois situations où une constipation évidente, il n'y a pas de signe d'alarme, il n'y a pas d'anomalie à l'examen, donc on traite le malade avec un traitement spécifique, ou vous êtes d'emblée devant un malade qui est constipé et présente des signes d'alarme, ici on doit explorer le malade. La troisième, c'est la constipation fonctionnelle où on n'a pas de problème à l'examen, donc on doit traiter également symptomatiquement. Et on doit converger vers cette case, l'absence de réponse au traitement doit rejoindre la case de l'exploration. Donc vous gardez ça dans la tête à peu près ce qui se passe. Comment j'explore mon malade? L'exploration, c'est bien codifié. On passe du plus simple au plus invasif. C'est-à-dire on commence par un examen simple, TSH, VS, CRP, hémogramme, glycémie, l'examen standard, simple. L'examen radio-endoscopique, on peut faire, je sais pas, un ASP si je pense à une occlusion, je peux faire une échographie si je pense à une hépatomégalie, c'est-à-dire les examens les plus simples. On passe du plus simple au plus invasif, d'accord? Mais le gold standard pour ce qui est le colon, c'est la coloscopie. La coloscopie, c'est un examen diagnostique et en même temps préventif, c'est-à-dire on prévient les cancers quand on cherche les adénomes, c'est les sujets à qui on fait une constipation, une coloscopie pour le motif. Tout ce qui est lavement barité, coloscanner, c'est vraiment quand on n'a pas accès à la coloscopie. C'est un malade qui ne tolère pas la préparation, qui est âgé, ne peut pas supporter, qui a une sténose par exemple. On doit faire photographier la lésion avec d'autres moyens, lavement barité et coloscanner. C'est-à-dire, en matière de colon, il ne faut jamais penser à un lavement barité si la coloscopie est possible. Donc ça, c'est un tournant qui peut aider la coloscopie, non pas la substituer. Donc voilà à peu près ce qu'on voit en endoscopie nous. Il y a une ulcération ici, ce que vous voyez à gauche, c'est une maladie de Crohn sténosante. À droite, c'est un cancer du rectum. Les images qu'on voit en coloscanner, très développées maintenant, les polypes, ce que vous voyez ici. J'ai examiné mon malade, j'ai fait une échographie, j'ai fait un scanner, j'ai fait une coloscopie, il n'y a rien. Mon malade est toujours constipé. Ici, on passe à une constipation dite fonctionnelle, il n'y a pas de problème, l'œuf colon ne travaille pas. Il y a d'autres examens dits spécialisés, ça n'existe pas en Algérie où vraiment ça existe à minima, c'est pas très bien pratiqué. Pour différencier la constipation terminale à la constipation de progression, il y a deux examens. Le temps de transit colique, on fait avaler à un malade des particules radio-opaques, que vous voyez ici, et on va surveiller la répartition de ces particules dans le côlon avec le temps, avec des ASP. Et ça va nous donner une répartition qui va nous donner à peu près quel segment du côlon ne travaille pas. Mais ça, c'est vraiment, on ne le pratique pas. Moi, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, on voit ça en théorie, mais on n'a jamais vu. Pour explorer le côlon, pour explorer le système de défécation, c'est la manométrie. On voit à peu près la tonicité du rectum, l'anus, qu'est-ce qui se relâche bien, on fait pousser le malade, est-ce que l'anus se relâche bien, est-ce qu'il ne se contracte pas, ce qu'on appelle l'anisme. C'est-à-dire des fois, c'est des malades, quand ils vont à la selle, au lieu que l'anus interne se relâche, il se contracte, ce qu'on appelle un anisme. D'accord? La manométrie peut nous orienter vers une pathologie du système de défécation. Voilà. Malgré ces éléments, on a un problème avec la constipation, on n'est pas sur une piste diagnostique, il y a d'autres examens plus sophistiqués, ce qu'on appelle en première intention la défécographie, c'est des malades à qui on met la matière radio-opaque dans le rectum et on fait pousser le malade et on fait des clichés et on va voir ici ce que vous voyez, la muqueuse interne du côlon qui se replie à l'intérieur, ce qu'on appelle le prolapsus interne. Et on peut diagnostiquer également ce qu'on appelle les rectocèles, ce que vous voyez ici. C'est l'invagination de la paroi colique en face antérieure chez la femme surtout. D'accord?
Ça, c'est dû aux efforts de poussée. Et la constipation terminale. Ça, des examens, on a des chaises bien adaptées et on fait pousser les malades comme ça et on voit. Moi, je dispose de cette chaise dans mon cabinet. Je fais asseoir le malade comme ça et je fais pousser le malade. D'accord? Donc, je cherche bien le prolapsus rectal. Je mesure. Il ne faut pas attendre à ce que le malade dise c'est des trucs que vous cherchez. Chaque fois que je fais un toucher rectal, l'anus B1, je suis certain qu'il y a un prolapsus rectal. Je fais asseoir le malade et je descends et je vois. D'accord? C'est des trucs qui existent. Voilà les clichés qu'on peut prendre. On voit bien la muqueuse qui est ici. Elle est là. Il y a un petit repli ici. Alors que là, tout ça, c'est la muqueuse qui descend. Vous voyez qu'une lumière fine. Ça, c'est la muqueuse qui descend comme ça, c'est dans le rectum et elle va au niveau de l'anus. Et le malade le décrit très bien. Il te dit, il le décrit très bien. Alors qu'il a la muqueuse colique qui bouge dans l'anus. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il introduit son doigt pour libérer sa muqueuse. Ce qu'on appelle les manœuvres digitales. Il faut les rechercher. Est-ce que tu d'accord? Donc vous êtes sûr, quand il utilise son doigt, son côlon est en train de descendre. D'accord? Ça, c'est les complications et c'est les constipations terminales. C'est les efforts de poussée. Il y a d'autres examens hyper spécialisés, on n'a jamais vu ça en Algérie. Ça, c'est vraiment l'autre côté de la mer. L'IRM dynamique, on voit à peu près les autres problèmes du pelvis. Il y a l'intestin grêle qui peut descendre dans le cul de ça, qu'on appelle ça un entérocèle. Il y a le prolongement de la muqueuse colique en antérieur, on appelle ça le rectocèle, le cystocèle, la vessie qui descend. Tout ça, c'est les efforts de poussée. C'est bien expliqué. Quand le malade va à la selle, il pousse. Il y a les deux nerfs qui innervent le pelvis, on appelle ça les nerfs honteux internes. Il crée une élongation de ces nerfs. C'est-à-dire il pousse, il tire contre ces nerfs, il perd à peu près l'électricité de son système et le tout devient relâché. Il y a une descente du périnée, il y a la vessie qui descend, il n'y a plus la hiérarchie entre l'utérus et la vessie, le rectum, le tout descend. Quand il pousse, il ne peut plus faire sortir ses selles. Donc ça, c'est bien visible à l'IRM. Et nous, on se contente de la clinique. Quand on a un malade quand il pousse, vous voyez le périnée descend, vous êtes sûr que tout le contenu du pelvis descend. Et également les études neurophysiologiques. Ça, c'est les centres experts. Moi, j'ai voulu juste vous les montrer pour vous dire que c'est un problème sérieux et que ça existe. Donc, les complications que vous pouvez voir chez un malade constipé ou qui peut vous expliquer une constipation, tout ce qui est maladie hémorroïdaire, fissures, les troubles statiques, je vous ai dit, le prolapsus rectal interne, les incontinences anales, à force de pousser, ils ont une incontinence anale par prolapsus rectal. Les fécalomes, d'accord, un malade peut se présenter d'emblée avec une occlusion. Les ulcérations rectales, ce qu'on appelle un ulcère solitaire du rectum, à force de pousser, ils grattent contre leur muqueuse de l'anus. Quand on voit en endoscopie, c'est vraiment, ça a l'air d'être un cancer. C'est bourgeonnant, mais c'est la muqueuse qui est durcie. On appelle ça un ulcère solitaire du rectum. On fait des biopsies, il n'y a rien, il n'y a pas de cancer. Avec la constipation terminale, ça c'est une ulcère solitaire du rectum. Donc, les malades peuvent avoir également des problèmes urinaires. Et d'autres volets, des complications, c'est l'abus des laxatifs et la maladie colique des laxatifs. C'est chez les malades qui consomment beaucoup de laxatifs. Voilà, une maladie hémorroïdaire à quoi ressemble. À droite, à gauche, une fissure. Vous devriez bien examiner, utiliser une lumière. Voilà, le prolapsus rectal à droite. Vous voyez la muqueuse qui est circulaire. Voilà. Et ici, la rectocèle, c'est un prolongement. Voilà la rectocèle, ce que ça donne chez la femme. Elle vous décrit une boule qui veut sortir en antérieur. Et parfois, elle exerce une pression en intérieur pour pouvoir évacuer. Et dernièrement, j'ai reçu une patiente comme ça, un prolapsus rectal. Elle était âgée de 85 ans. C'est ça ce que j'ai vu. C'est des malades qu'on ne traite pas à la jeune pour une constipation et ils sont habitués à la constipation, ils continuent à pousser. Arrivé à 85 ans, c'est le prolapsus rectal. C'est le rectum qui sort. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette malade? C'est la chirurgie. Pour enlever, on va... 85 ans, la chirurgie, Justement, c'est pour ça qu'il faut prendre en charge une constipation, même si elle est peu symptomatique, il n'y a pas de problème, il faut la prendre en considération. C'est ça ce qu'on reçoit nous, et qu'est-ce qu'on va faire pour ces malades. C'est, même si on les opère,
C'est des colons suspendus, on طلعوا le colon fort, mais il garde toujours les efforts de pousser, il n'a plus la fluidité du pelvis. Le traitement, donc les bases physiopathologiques, on va agir sur les différents acteurs de la constipation, la motricité, le contenu physico-chimique du côlon, et les anomalies structuro-pelviennes, tout ce qui est prolapsus, rectocèle, et les problèmes de sensibilité également. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, il faut améliorer la qualité de défécation. Ça, je décris très bien chez mes malades. Je passe plus de temps avec un malade constipé qu'un malade qui a un cancer. Je leur explique comment se présenter à la scène. Le matin, نوض افطر بعقلك وشرب بزاف الماء ودخل 10 دقائق ربع ساعه كل صباح لي تواليت وما تزربش روحك. حنا نقولوا العرب نسميها بيت الراحه. ريح. Faut leur expliquer. Les gens sont habitués à notre mode. نقول لهم القوري يقولوا للمرضى نتاعهم ديروا تلفزيون في التواليت، دخل معك الجورنال، دخل معك بورتابل، حاسب روحك ربع ساعه. Chaque jour, je le dis à mes malades, il faut le dire. Il faut qu'il laisse le temps, le côlon de travailler. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut se présenter à la selle. Il ne faut pas se retenir l'histoire des toilettes inaccessibles. Tout ça, il faut le dire. Ce qui se passe dans la nature, vous allez être étonnés. Nous, on passe plus de temps avec ces malades parce que dans les écoles, les enfants, on تخليش يروح les toilettes. Donc c'est tel, je dis aux parents, allez-y voir la patiente. لا قالت لكم الطبيب قول له ندير لك بريه نجي نهضر معاك، اعطيني التليفون تاعك نهضر معاك. Donc il faut mener un enfant qui vient avec une oncoprésie constipée, il faut franchir le pas. D'accord? Il faut expliquer bien, c'est un problème, il ne faut pas se retenir, il faut se présenter à la scène. Allez à la selle, tout le monde va à la selle. D'accord? L'apport alimentaire en fibres, il faut savoir que les fibres alimentaires augmentent le volume fécal, ils facilitent l'exonération. D'accord? Mais il faut faire très attention. On est habitué toujours à dire tout ce qui est fibres, ça améliore, mais ils sont moins tolérés chez les colopathes. Donc les constipés, comme je vous ai dit tout à l'heure lors de l'interrogatoire, il faut bien préciser. Parce qu'un constipé qui n'a pas de ballonnement, il n'a pas de douleur abdominale, les fibres lui règlent le problème. Mais si vous êtes devant un colopathe qui est ballonné et qui est constipé, c'est une forme des classifications ROM. Je ne sais pas, vous avez assisté à la conférence de Dr Bougadouma la dernière fois, il vous a parlé de la classification ROM. Il y a des malades constipés et ils ont un syndrome de l'intestin irritable, forme constipation. C'est-à-dire ils ne tolèrent pas la constipation, ils ne tolèrent pas le ballonnement. Ce malade, si vous allez donner le sang de blé, donc il ne va pas tolérer, il va arrêter le traitement. Ces malades, si vous allez donner par exemple le Dufalac il donne une vidange, il va donner un ballonnement, il va aggraver les douleurs, donc il ne va pas adhérer à son traitement. Donc c'est des trucs très fins, mais ils vont conditionner la prise en charge. Donc il faut bien analyser les symptômes. Est-ce qu'il a de la constipation seule ou il a un problème colique associé, douleur, ballonnement? Comme ça, il va tolérer ou il va mal tolérer le traitement. Il faut faire très attention. L'apport hydrique, moi je leur dis à mes malades, il faut prendre tant d'eau possible. Combien tu peux prendre 4 litres, il faut prendre 4 litres, il n'y a pas de problème. L'exercice physique, d'accord? Voilà. Les aliments riches en fibres. On est habitué à le colon, à le msala, ما تاكلش اللوبيا, ما تاكلش العدس, ما تاكلش الحمص, هذوما اللي يمشيو الكولون. Et c'est très riche. C'est écrit noir sur blanc. C'est riche en fibres. L'obia, l'adès, l'hamous. Donc, on a des médecins, certains médecins, ils veulent aider le malade, mais des fois, ils n'analysent pas ce qu'ils disent, ils vont aggraver. Un constipé, il va aggraver. Donc, quand vous avez un malade qui n'est pas ballonné, qui n'est pas colopathe, il n'y a pas de problème avec ces aliments. Donc, si c'est un colopathe, il a des douleurs, il va mal tolérer ça. On a bien dit, les fibres, ils sont mal tolérées. Donc, je leur dis, il ne faut pas éliminer totalement. Il faut diminuer la quantité. Il faut manger le matin, petite quantité. D'accord, c'est comme ça. Des fois, les parents, ils ont que les enfants constipés. On voit ça. Ils disent, les enfants constipés, les parents, tu peux le dire, tu il faut faire très attention. Donc il faut bien expliquer. الناس ما يتفهمش تقول لك اللوبيا عدس الضر كيف الضر؟ Même la méthode de cuisson, c'est ça. هذه دوك تاعكم انتم ما نعرفوش انا ما نعرفوش. L'essentiel, l'apport il est élémentaire. Il faut qu'il ramène un peu d'haricots secs, je sais pas, de pois chiches. Il faut qu'il mange une petite quantité pour faciliter. D'accord. La tolérance, vous laissez ça au malade. D'accord, c'est lui qui va juger ça. D'accord. Donc, il
il y a quelques trucs qui ont été signalés dans le congrès en 2017 à la GIFOD, le congrès francophone. Donc certaines remarques ont été signalées, j'ai voulu vous les rapporter ici. Les eaux riches en minéraux, surtout le magnésium, ils disent qu'il a un effet laxatif. Moi, je donne du magnésium en poudre avec des verres d'eau pour les constiper. Bon, j'ai pas de preuves scientifiques, mais ça a été dit, on aide les malades avec. Donc, tout ce qui est traitement médicamenteux, on doit passer surtout par les laxatifs osmotiques. Donc, on a deux types, les sucres non absorbables et on a les laxatifs hydratants. Les sucres non absorbables, genre Easylax, Dufalac, je vous ai bien expliqué qu'ils sont mal tolérés à cause du ballonnement. C'est des sucres, quand ils arrivent au niveau du côlon, ils donnent des ballonnements. Donc, il faut faire très attention avec le malade. Il est ballonné, il a de la douleur, il va jeter le médicament, il ne va pas le prendre. Il n'a pas de ballonnement, donc il va tolérer le médicament. Donc, vous choisissez vos malades. Deuxième type, les sucres ils sont très efficaces, mais ils sont peu tolérés. L'autre, c'est les laxatifs hydratants, tout ce qui est Macrogol, tout ce qui est Forlax, ils sont peu efficaces, malheureusement, mais ils sont mieux tolérés. D'accord? Donc, vous voyez vos malades, vous jugez, on peut les donner chez la femme enceinte. Donc, ça, c'est des traitements de première intention. Il y a les autres traitements qu'on utilise peu, tout ce qui est les laxatifs émullients, l'huile de paraffine, le calogénormacol granulé, ça c'est pas disponible à notre niveau. Ils ont le même mécanisme de gérer la constipation. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une classe qui est quand même laxatif stimulant, qui est quand même efficace. On a toujours eu peur de cette classe thérapeutique. Les laxatifs stimulants genre antracénique, le bisacodyl, le ponctuel, je ne sais pas vous le connaissez ou non, la sénée, ça c'est à base de plantes, ça donne vraiment, à l'époque on a beaucoup peur de ce médicament, on nous parlait beaucoup de colites graves dues à ces médicaments. Avec le recul, parce que les malades utilisent ces médicaments, c'est-à-dire ils les utilisent, malgré qu'ils sont constipés, on leur dit c'est dangereux comme médicament, ils les utilisent. Ce qu'on a constaté avec le temps, c'est que a posteriori, c'est des médicaments qui n'ont pas posé beaucoup de problèmes. Donc maintenant, on a un peu plus la main légère avec ces médicaments. À l'époque, on les donnait une fois par 6 mois, par 3 mois, mais maintenant, on peut garder quand même une dose d'entretien chaque 10 jours, chaque 15 jours, tu peux utiliser. Ouais, c'est-à-dire les malades, avec le recul, on a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais leur consommation accrue, dans ce qu'on appelle les colites, ça existe, et la ménanose colique. Vous voyez un côlon ici, rose, dit aspect en fond d'œil, vous voyez. Ceux qui utilisent beaucoup de laxatifs stimulants, ils ont le côlon, il devient marronné, ce qu'on appelle la mélanose colique. Ça, c'est pas un état précancéreux risque, mais c'est un côlon qui souffre. D'accord? Donc, utiliser abusivement les médicaments, on va conduire certainement à ce genre de problème. Voilà. Ça, la classe des laxatifs stimulants. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer, qu'avec le temps, on a constaté que les effets secondaires sont modestes, il n'y a pas de problème, ils ont été toujours surestimés. Voilà, ça a été signalé dans le congrès que je vous ai signalé. Il ne faut pas oublier la classe des laxatifs locaux, tout ce qui est suppo, tout ce qui est traitement local. Si vous avez un fécalome, il ne faut pas compter sur le Dufalac pour l'évacuer. Il faut toujours adjoindre un truc en bas, d'accord, pour évacuer ce fécalome. Ensuite, un traitement d'entretien par voie orale, d'accord. Et il ne faut pas en abuser chez l'enfant. L'enfant, il vous dit que quand il voit un suppo, c'est comme s'il voit un fusil. C'est-à-dire c'est très grave chez les enfants. Il ne faut pas utiliser plus d'une semaine, 10 jours, non. L'adulte tolère mieux, on peut utiliser un traitement local. Voilà. Donc, ça c'est le traitement de la constipation de transition. Le traitement de la constipation terminale, ceux qui ont provoqué un problème des nerfs, je vous ai décrit la descente, malheureusement, on n'a pas un traitement efficace. Donc, pour être clair, le malade qui a atteint le stade de rectocèle, de prolapsus rectal, c'est vraiment la chirurgie qui peut aider un peu, mais pour restituer la physiologie initiale, c'est très difficile. Il y a cette technique, ce qu'on appelle la biofeedback, c'est-à-dire c'est des entraînements du périnée, comment se contracter, mais on lit sur les études, ils vous disent que les résultats sont toujours décevants et on n'a pas un résultat efficace. C'est intelligent de penser ça, c'est vraiment mécanique. Quand on crée un problème, les parois des nerfs et des muscles, il ne faut pas attendre un médicament pour restituer
l'élasticité de ses muscles. On corrige un peu, mais on n'a jamais entendu parler que les biofeedbacks ont corrigé un problème de constipation terminale. Donc les autres volets, ça c'est décrit, mais on n'a pas de base scientifique. Tout ce qui est assistance psychologique, bien sûr, il faut expliquer le malade. Il y a la cancérophobie. Ils sont constipés, il faut le dire. Il ne faut pas sous-estimer ce mot. Vous dites au malade que tu es constipé, il faut le dire que ça n'évolue jamais à un cancer. Il faut le dire. Pour lui, toute pathologie qui va durer dans le temps risque d'évoluer vers un cancer. Vous lui dites, vous avez un problème fonctionnel, mais on n'a jamais vu un malade qui a fait un cancer. C'est ce que j'ai dit à mes malades. Comme ça, il va consommer moins de médicaments, il va adhérer, il va être stable, il ne va pas être stressé, le stress va aggraver sa constipation. Il faut le dire, c'est-à-dire on vous dit ces mots pour les dire aux malades. Tout ce qui est thermalisme, tout ce qui est toxine botulique pour les anismes, ça c'est vraiment dit, mais on n'a pas de preuves scientifiques. La chirurgie, il ne faut pas dire c'est un volet qui n'a pas de place dans la constipation, mais c'est vrai. Moi j'ai eu une malade, ça fait pas longtemps, qui avait une sténose rectale basse, maladie de Crohn. C'est vraiment, elle était souffrante, elle était cachectique, elle a perdu beaucoup de poids, on l'a ramenée sur brancard. Et c'était un problème, c'était chirurgical. C'était tellement l'inflammation a bousillé son pelvis et son rectum, on a fait un anus iliaque. On a fait une colostomie définitive. 6 mois après, je revois la malade, elle a pris plus de 40 kilos. Donc, des fois, c'est des problèmes. Vous proposez au malade, vous lui laissez le choix. C'est-à-dire, on ne peut pas régler le problème, c'est définitif. Est-ce qu'on peut te mettre une poche? Il y a des malades qui te disent, allez-y. On met une poche, on règle un problème. Chez l'adulte, à qui tu fais un traitement pour le prolapsus rectal, la chirurgie ne donne pas de résultat, il faut proposer ça. La poche est une solution. On enlève une partie du côlon, on la bouche ici. C'est vrai, c'est un autre mode de vie, mais ça va améliorer. D'accord? Donc ça existe. Bon, c'est vrai que c'est un traitement pour la maladie d'Hirschsprung et les autres anomalies anatomiques, mais dans certaines situations fonctionnelles qu'on ne peut pas régler médicalement, c'est une solution. Il y a d'autres dispositifs qui ont apparu sur le marché, ce qu'on appelle l'irrigation transanale. C'est un dispositif qui est remboursé en France pour les malades qui ont une constipation d'origine neurologique, ceux qui ont un traumatisme de la colonne vertébrale, ils ne sentent plus leur périnée. Ce dispositif, il est cher, mais il est remboursé chez eux. Donc ça permet une irrigation du rectum et par conséquent une amélioration de la constipation. Voilà, l'irrigation transanale. Il y a des dispositifs très simples, c'est-à-dire qu'on met en plastique ici. C'est des dispositifs, c'est une sorte de valve qu'on met ici, au niveau de la fosse iliaque droite, au niveau du cécum, par voie endoscopique, par voie chirurgicale. On implante et on fait des irrigations. Au lieu d'attendre l'eau arriver par la bouche vers le côlon, on fait des irrigations dans la maison, seul. 1 litre, 2 litres, ça va améliorer la constipation. C'est des dispositifs qui existent ailleurs. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas. Ça, j'en ai vu l'année passée à Limoges. Ça coûte 500 €. Avec le dispositif, c'est 1000 €. Et ça règle un problème d'un malade. Chez nous, tu peux le acheter régler la constipation, c'est vrai, c'est des trucs, c'est de la technologie, malheureusement. Une pince, je ferai ça la dernière fois, juin, une pince, elle coûte 500 €. Le clip Ovesco. 500 €. 500 €, c'est 10 millions. 10 millions, تقول لي المريض ندير لك كان جالس ب 12 millions, 2 millions تيار. يقول لك الطبيب يسرق. C'est la technologie, là, ça vient d'ailleurs, mais ça règle beaucoup de problèmes. C'est différent en cas d'incontinence anale. C'est des trucs très efficaces, mais malheureusement, ils coûtent très cher. Mais bon, il faut savoir. L'enfant, il est constipé. Certaines particularités, on va en parler rapidement. Donc, c'est un problème également fréquent en pédiatrie, 3% de consultation et 25% en gastroentérologie. Donc, en dehors de la période néonatale, c'est une constipation toujours fonctionnelle. On n'a pas besoin de faire une coloscopie, une rectoscopie chez l'enfant. D'accord? En période néonatale, c'est vrai qu'on pense aux malformations et autres, mais en dehors de la période néonatale, il ne faut jamais nous envoyer un malade pour une coloscopie parce qu'il est constipé. Pas de cancer chez l'enfant. D'accord? Donc c'est souvent secondaire à une retention volontaire. Le malade, l'enfant, quand il fait sa première constipation, il a peur d'aller à la selle. Quand il a peur d'aller à la selle, il va se retenir, il va être constipé, c'est le cercle vicieux. Il faut casser ce cercle. Et comment on le casse? On traite et en maintenant un traitement dans la durée. Donc il faut traiter suffisamment. Les experts te disent clairement que la durée de traitement, c'est la durée de la maladie. 3 شهور هو مريض 3 شهور traitement. Donc ça c'est clair et net. Il ne faut pas chercher midi 14 heures. Donc c'est clair. Donc l'interrogatoire, l'examen clinique, c'est la même chose comme chez l'adulte. Il y a une entité qui a été décrite, c'est la constipation au lait de mère.
D'accord. Il y a certains, on dit toujours que la femme qui a la au sein, l'enfant il fait 3, 4, 5 jusqu'à 6 selles par jour. Il y a une autre entité, il y a des enfants qui sont allaités au sein et qui sont constipés. C'est une entité qui existe. Vous êtes rassuré si l'examen est bien, si l'enfant évolue bien, s'il a un poids bien, il faut le laisser tranquille. Vous juste expliquer à la patiente, bon, vous explorez, vous faites un bilan, vous faites le nécessaire. Si vous ne trouvez rien, l'enfant va bien, il dort bien, il ne faut pas lui casser la tête. Juste, elle fait la désiversification, elle passe au lait artificiel, la constipation va disparaître. D'accord, c'est une entité qui a été décrite chez l'enfant. Donc, c'est ce que je viens de dire. Il ne faut jamais arrêter l'allaitement, bien sûr. Donc, il ne faut jamais explorer. Voilà. Attention aux médicaments. Ça, c'est l'enfant que je vous ai décrit tout à l'heure. Sa mère prend un antitissuif et lui, il fait constipation avec des subocclusions. Il faut bien interroger. D'accord. Constipation au sevrage, donc quand on arrête l'allaitement exclusif, on introduit il faut penser à allergie aux protéines de lait de vache, les APLV, ça peut donner des constipations, aussi bien les diarrhées, et à la maladie cœliaque également. La constipation est un motif au cours de la maladie cœliaque, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. D'accord, il faut penser à cette entité. Voilà, l'Hirschsprung tardif, il y a certains malades qui sont allaités au sein, et juste après la diversification, ils développent leur maladie. Parce que le lait maternel, il ne contient pas de déchets, il est complètement absorbé, donc le malade ne sent rien. Juste il commence à s'alimenter, il va développer sa maladie. Donc c'est des formes suspendues, ce n'est pas la forme classique néonatale. Ça existe. Ça c'est juste pour des rappels. L'oncoprésie. L'oncoprésie, je dois m'arrêter. Parce que on reçoit des malades qui passent en psychiatrie, on reçoit des malades qui ont l'enfant. ما تزوج ما قلقاتو مرتو ما قلقوه ولادو منين يجي البروبليم psychiatrique. C'est-à-dire l'oncoprésie en psychiatrie, je ne sais pas si le psychiatre parmi nous, il va le corriger. Non mais c'est dit clair, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire vous ne recevez pas un malade qui a c'est-à-dire il a une oncoprésie, il va chez le psychiatre. Il va chez le psychiatre parce qu'il y a d'autres problèmes. Entre autres, il a l'oncoprésie. Donc ce n'est pas le problème qui est en première intention, en premier plan. Donc l'oncoprésie, généralement, c'est une complication de la constipation chez l'enfant. La même histoire, la physiopathologie. Un rectum qui est plein, il ne se vide pas bien, l'anus, il est relâché, il y a une fuite. Il faut bien expliquer aux parents ce mécanisme. Parce que tout le monde يضربوه ويعايروه ويضحكوا عليه. Des fois, quand j'explique ces choses à mes malades, مو تخرج تبكي هي وبيها هي وبيو. باسكو ما يفهموش الحكايه تاع الطفل هذاك اللي ما يسمعش داه بيو للطبيب زرقو دار الطبيب وما يسمعنيش رايه واش بيها ومريض قال له بنك اللي ما يسمعش حتى لازم تتضرب. Donc ce qu'ils font, c'est catastrophique. Donc au plaisir, il faut leur expliquer. Moi je fais ce geste là. Voilà le rectum, l'enfant ما يفرغش مليح, l'anus تاعو يبقى محلول شويه يخرج له بلا ما يفيق مسكين ما حاجه لازم يداوى هو مريض. Donc il faut leur expliquer ça. Comment t'expliquer له ما يفهمهاش بالنسبه لي بنو. D'accord. Où il faut leur expliquer le système avec il faut aller à la selle, où c'est très difficile avec l'enfant. Ou tu gagnes modérat, tu dis les consultations. On dit la consultation l'oula, ثانية زعك. البريرة ستي وبنك. Non parce que تسنى فيك تعطي لها un traitement un médicament miracle. La première consultation ولا ما عنديش. ولا كي تخدمي خدمتك في الدار. تقعد ابنك في الطواليت وتوقفي معاه. يرتاح ابنك. ما تقعديش غير ما زيدتيش تجيني ما عنديش ندير لك. وسي فري qu'on n'a pas le moyen. Donc il faut assister à la constipation, il faut aider l'enfant. Donc l'oncoprésie, c'est un problème, ce n'est pas un problème psychiatrique. Un problème psychiatrique, s'il est associé à d'autres troubles de comportement,